Donc je vous présente François Mullet qui va faire sa conférence. Voilà, alors ça fait un certain temps qu'on bosse ensemble, vas-y viens. Donc François c'est le président de Vers de Terre Production, vous voyez il a sa casquette. Donc Vers de Terre Production qui quand même a changé un certain nombre de choses dans le paysage agricole. Moi maintenant quand je fais des formations, sur 15 stagiaires, j'en ai toujours 2 ou 3 qui ont vu les vidéos de Vers de Terre Production et ça permet derrière de pouvoir dégrossir les sujets agronomiques et d'aller plus loin. Et puis, il a également fait maraîchage sur sol vivant, c'est-à-dire on va jusqu'au bout. C'est-à-dire on va mettre des tonnes de BRF à l'hectare et on va voir ce que ça donne. Et finalement, ça a donné des choses intéressantes. Je le laisse présenter tout ça. Merci François. Bonjour à tous. Alors attendez, j'essaye de lancer ça. Donc je vais essayer de compléter l'approche, l'introduction de Sébastien. Alors je vais compléter de quelle manière? Je vais compléter parce qu'en fait j'ai été fondateur donc, du réseau maraîchage sol vivant il y a une dizaine d'années. Tac, merci beaucoup. Et au sein de ce réseau maraîchage sol vivant, on a eu une grande chance, c'est que chez les maraîchers, on a des chiffres d'affaires à l'hectare qui sont assez importants. Et donc ça nous a permis d'user et d'abuser des matières organiques dans tous les sens et d'en comprendre réellement les mécanismes, de comprendre à quoi ils pouvaient nous servir, pourquoi... Tiens, vas-y, si tu veux bien... Et donc au sein du réseau maraîchage sol vivant, on a pu user et abuser des matières organiques, faire beaucoup d'expériences, notamment sur la reconstruction biologique des sols. Et aujourd'hui, ça nous a permis de mettre au point pas mal de techniques qui permettent de reconstruire très vite les sols. Ça nous a permis de tester beaucoup d'hypothèses sur les fixations biologiques, sur la fixation biologique de l'azote dans les sols. Ça nous a permis de préciser notamment les taux de fécondité des vers de terre, de voir à quelle vitesse ils revenaient et à quelle vitesse ils étaient capables de régénérer un sol. Et vous allez voir, aujourd'hui, ça nous permet de mettre au point des techniques agronomiques, je dirais, assez révolutionnaires. Donc, bon, ça, Sébastien a déjà abordé globalement ces sujets. Il nous faut globalement du soleil et de l'eau pour réussir à produire de la biomasse, mais je pense que c'est important de leur dire, à chaque conférence, que les 2 paramètres essentiels qui font pousser les plantes, c'est l'eau et le soleil. Ça n'est pas le travail du sol, ça n'est pas la chimie NPK, ça n'est pas la supergénétique de la mort. Le tout premier paramètre qui fait pousser les plantes et qui active les écosystèmes, c'est l'eau et le soleil. J'aimerais, approfondir un petit sujet, c'est la question du sol vivant. Est-ce que le sol est réellement vivant ou pas? Dans le développement de nos techniques au sein de nos réseaux, c'est vraiment à partir du moment où on a compris que le sol était quelque chose de vivant à part entière, mais vraiment à part entière. Il n'est pas semi-vivant, il n'est pas à moitié vivant, il est peut-être vivant, non, il est réellement totalement vivant. Et à partir du moment où on l'a considéré comme réellement totalement vivant, qu'on a réussi à comprendre comment il fonctionnait, avec des mécanismes très simples, des logiques très simples, on va le voir, et qu'on a vraiment réussi à faire du développement agricole avec ce sol vivant. Donc, qu'est-ce que c'est quelque chose de vivant? Ici, on sait fabriquer tout ce qu'il y a là-dedans, mais si je vous demande de fabriquer quelque chose là-dedans, vraiment de le fabriquer, et bien en fait, vous êtes absolument incapable de fabriquer quoi que ce soit là-dedans. Vous ne savez pas fabriquer une feuille, vous ne savez pas fabriquer une branche, alors qu'ici, on a l'apothéose du génie humain en termes de fabrication, de manufacture et de génie industriel. Tout ça, on sait le fabriquer, mais quand on nous met là-dedans, on est incapable de fabriquer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le vivant, c'est très complexe, et aujourd'hui encore, ça nous dépasse. C'est une technologie qui nous dépasse, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est notre technologie, on en est constitué nous-mêmes. Et ça, c'est très important parce qu'on va le voir, il y a tout un tas de concepts qui sont souvent appliqués au vivant, mais qui en fait n'ont rien à voir avec le vivant. Notamment, si je prends des verbes d'action très simples qui permettent de fabriquer les objets à gauche, et les verbes d'action les actions qu'on peut faire pour travailler sur le vivant, ce ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, c'est un exercice qui, je pense, est assez simple, puisque nous, ça nous a permis de prendre toutes les techniques agricoles et de se dire, mais est-ce que vraiment ça fait partie du monde du vivant ou pas? Et notamment, si on se pose la question de ça, de quel côté ça fait partie? Est-ce que vraiment, quand on laboure un champ, on amène quoi que ce soit à la biologie, à son cycle écologique, à sa respiration, à sa photosynthèse? Est-ce que vraiment on va dans le sens du vivant? La réponse est évidemment non. Alors ça ne veut pas dire que même dans nos stratégies, on n'utilise jamais aucun outil de travail du sol. Des fois, ça sert à faire quelques trucs. Mais globalement, il faut bien comprendre que c'est des technologies qui n'ont pas du tout la même nature. D'accord ? Ça n'a strictement rien à voir. Et c'est quand même un des gros problèmes de notre humanité aujourd'hui, c'est qu'on mélange un peu tout. Et notamment parce qu'on vit globalement de moins en moins au contact avec la nature et qu'on ne comprend pas qu'une ville urbanisée
L'urbanisme, une autoroute, une voiture, c'est quelque chose qui est complètement différent du vivant et que ce n'est pas du tout avec les mêmes logiques intellectuelles qu'on peut aborder ces deux mondes. Et la preuve en est que, en fait, nos sols, on ne les a pas traités comme des choses vivantes. Et ça se voit à quoi? Ça se voit à une des propriétés fondamentales du vivant, qui est la résistance à l'eau. Vous ne fondez pas quand il pleut, vous ne fondez pas quand vous êtes dans la douche. Et si je vous demande de me donner un exemple d'être vivant qui ne résiste pas à l'eau, cherchez bien, un être vivant qui ne résiste pas à l'eau. Il fond quand on le met dans l'eau. Réfléchissez bien, un truc, c'est vivant, vous le mettez dans l'eau, tout de suite il fond. Un chat, non, il miaule très fort, mais non. Réfléchissez bien. Trouvez-moi un exemple de quelque chose de vivant, je vais le mettre dans l'eau, et aussitôt il va se désagréger, il va fondre. La Terre, bah justement, il ne faudrait pas. Et ben en fait, ça tombe bien, ça fait 20 fois que je pose la question en conférence, et jamais personne ne m'a trouvé d'exemple de quelque chose de vivant qui fond dans l'eau, et pour cause. Une des premières propriétés absolument fondamentales de toute chose vivante, c'est de résister à l'eau, puisque l'eau, c'est l'élément qui permet de faire circuler, ça constitue tous les fluides corporels du vivant. Et c'est un gros problème, c'est que notre sol, il ne résiste plus à l'eau. Alors là, à droite, c'est un petit pic, juste sur le compost, parce qu'en fait, si vous essayez de reconstruire vos sols avec du compost, vous allez avoir un problème, c'est que vos sols ne vont pas récupérer cette résistance à l'eau, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc nos sols ne résistent plus à l'eau, ça génère de l'érosion, bon ça c'est des choses assez connues quand même. Mais si je prends des sols naturels, ici, une prairie, ici, une forêt, je laisse les mottes de terre 7 jours dans l'eau. Alors ce qui est important de préciser, c'est que ce sont des mottes de terre, notamment pour la prairie, où il n'y a pas de racines dedans. C'est-à-dire que ce sont des parcelles que j'ai bâchées, toute la végétation est morte depuis 6 mois, j'ai pris la motte de terre et je l'ai mis dans l'eau. C'est-à-dire que ce ne sont pas les systèmes racinaires qui tiennent la terre et qui donnent la propriété de résistance à l'eau. Non, c'est le complexe argilo-humique, c'est le réseau mycélien, c'est tout un tas de structures carbonées, mais cette résistance à l'eau, elle est totale, puisque cette motte de terre, je l'ai gardée, ça fait 5 ans que je l'ai dans un bac, dans ma serre, et elle est toujours là, et elle n'a toujours pas fondu. On a inventé, avec Conrad, la recette de la pollution. Toutes les pollutions agricoles, à 98%, viennent de là. Elles viennent, en fait, on regarde toujours le problème par le petit bout de la lorgnette. On regarde la chimie, on regarde les pesticides, on regarde les machins, on regarde les trucs, un coup l'eau elle est marron, un coup ceci, un coup cela, mais on n'a pas compris que le problème fondamental, c'est qu'il fallait qu'on ait des sols vivants, il fallait qu'on ait des sols qui soient résilients à l'eau, et des sols donc qui soient structurés par du carbone. Ici c'est un grain de café, je le moue, je le mets dans l'eau, ça fait du café. Si j'avais mis le grain de café seul, il n'aurait pas fondu. Pourquoi? Parce qu'il est structuré par du carbone. Je prends un sol, je le mouline bien, je le laboure, je le déchaume, qui sont des choses qui n'ont rien à voir avec le vivant, et je détruis tout simplement mon sol. Mais vraiment, je le détruis biologiquement. La recette de la pollution, elle est très simple. C'est exactement la même que le café. Vous ne pouvez pas l'oublier, vous vous en souviendrez toute votre vie. Mais alors, qui fait cette structure? Qui fait cette organisation? Sébastien en a parlé, c'est l'activité biologique du sol. C'est la partie vraiment vivante du sol. Mais il est important, malgré tout, de se souvenir que la partie moins vivante du sol, malgré tout, elle a des propriétés très communes avec le reste du vivant. C'est l'ensemble de cette activité biologique, et je vais m'appesantir un petit peu plus tard sur le ver de terre, qui est le grand mal-aimé de l'agriculture, et il va falloir un petit peu s'en occuper. Donc, juste réexpliquer pourquoi le vivant est si différent du non-vivant, c'est qu'en fait, tout est structuré atome par atome, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Si vous prenez une souche d'arbre, un bout de bois, vous avez un système de poupées russes, un briquet de structures carbonées, de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Quand on fabrique quelque chose en plastique, on moule très grossièrement la matière, mais on n'a pas cette structuration extrêmement complexe du carbone. Et ça, c'est vraiment une propriété du vivant qu'il faut essayer de bien comprendre et d'assimiler, de mettre dans nos techniques agricoles. C'est que le vivant, c'est une nanotechnologie extrêmement complexe que nous, avec nos doigts, avec nos gros doigts, avec tous nos outils technologiques, on ne peut pas fabriquer. Donc comment elle va se fabriquer? Eh bien, c'est elle-même qui va se fabriquer parce qu'elle le fait depuis toujours. Et ça nous permet de bien comprendre l'impact, enfin de mieux comprendre l'impact de tous nos outils sur nos pratiques agricoles. À chaque étage, dans le sol,
On a les bactéries, les filaments mycorhiziens, les vers de terre, les végétaux. À chaque étape, le vivant, il a mis des êtres vivants de la bonne taille pour organiser. Autant vous dire que vouloir aérer et structurer des sols avec ça, c'est pas beaucoup plus malin que de penser qu'on va prendre un pommier, on va le mettre dans un broyeur, et que ce qui va sortir du broyeur va nous produire des pommes. Réellement, c'est une question de structuration, c'est une question d'organisation. Si pour vous, ça c'est évident que ça ne produira pas de pommes de mettre un pommier dans un broyeur, ça doit être évident pour vous que jamais vous allez structurer biologiquement un sol avec ces outils-là. Ça ne peut pas fonctionner. Ça n'est pas le même monde. Comment ça fonctionne? Sébastien a commencé à en parler. C'est le cycle de la fertilité. Il faut le soleil, la photosynthèse. C'est le sol qui nourrit la plante, qui fournit beaucoup de services écologiques à la plante. Et c'est la plante qui nourrit le sol. Quelque chose d'important à comprendre, c'est que très souvent, on parle beaucoup de la plante vivante en agriculture. Alors qu'en fait, dans l'écosystème, c'est principalement la plante morte qui nourrit le sol. Le sol mange de la plante morte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À partir du moment où vous allez redonner de la plante morte à manger à vos sols vont redevenir vivants et beaucoup de vos problèmes de maladie vont disparaître et la fertilité va revenir. La notion de décroissance aussi, typiquement, ça, c'est une notion où on mélange les mondes. Peut-être qu'il faudrait décroître du béton, peut-être qu'il faudrait décroître des autoroutes, des centrales nucléaires, peut-être. Mais si vous décroissez du végétal dans votre système, vous faites quoi? Vous tendez vers quoi? Le désert, tout simplement. Les systèmes agricoles sur sol vivant, les systèmes agricoles durables, les systèmes agricoles qui fixent du carbone doivent être des systèmes où on maximise la biomasse. Je ne vous dis pas qu'il faut en produire beaucoup, il faut en produire un peu, il faut maximiser. Tout le temps, les écosystèmes maximisent la production de biomasse, et ça, c'est notre objectif. Bon, ça, c'est les chiffres de biomasse. En gros, on a fait tous les calculs. À la fin, on en a conclu que dans notre contexte pédoclimatique, l'intensité du cycle écologique était autour de 20 à 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an, et que c'est ce qui permettait d'équilibrer l'énergie, le bilan humique. Et ça a été la grande surprise, c'est qu'à partir du moment où on a mis cette biomasse dans les systèmes, on l'a mise de plein de manières différentes, de la paille, de la feuille, du n'importe quoi, du foin, tout ce que vous voulez, en fait, ça marche tout le temps. Ça ne marche pas toujours aussi bien, il y a quelques curseurs à ajuster, mais à partir du moment où vous mettez ça d'une manière ou d'une autre, avec des couverts végétaux ou quoi que ce soit, ça marche quasiment à tous les coups sur le temps long. Ça, je vais passer là-dessus. Un des gros problèmes qu'on a quand on arrête de travailler le sol, c'est que la porosité mécanique en rouge que vous avez faite avec vos outils, elle se dégrade, elle fond. Et vous, votre job, c'est de recréer la porosité biologique. Donc ça nous a occupé pendant une dizaine d'années dans le réseau maraîchage sol vivant. Pourquoi? Parce que reconstruire de la porosité biologique d'un sol avec des radis et des salades, ça ne marche pas très bien. Avec un maïs de 4 mètres de haut, on comprend qu'il va se passer quelque chose. Mais avec un radis, on n'est pas bon. Et donc nous, on a passé 10 ans à tourner autour de cette question-là. Comment on va reconstruire biologiquement les sols très fortement, très rapidement, pour réussir à faire cette transition agroécologique. Alors, pour tous les maraîchers qui ont des serres, les sols ne fondent pas sous serre, car la pluviométrie, c'est vous qui la régulez. Ça, c'est extrêmement important. Si vous êtes producteur de légumes, que vous avez des serres, je vous invite à commencer votre démarche sous serre. Vous aurez beaucoup moins de problèmes de compaction des sols, parce que les sols ne se compactent pas, vu que la pluviométrie est très bien régulée. Et donc, vous pouvez continuer tous vos itinéraires techniques classiques, sans jamais travailler les sols. En fait, sous serre, j'ai envie de dire, ça n'a jamais servi absolument à rien de travailler les sols. Sauf si vous compactez avec des engins, il faut faire attention au passage des engins. Mais sous serre, c'est extrêmement facile d'arrêter de travailler le sol parce qu'il n'y a pas de problème de compaction. Donc on a mis au point tout un tas de techniques, soit des techniques très brutales où on a fait des très gros intrants en matière organique, on a fait des systèmes de reconstruction progressive. Notre première démarche et notre première logique, c'était de remonter le taux de matière organique. Parce qu'en fait, à l'époque, on ne comprenait pas vraiment bien l'écologie des sols, l'écologie des vers de terre, donc on était parti sur cette approche matière organique, comment on fait pour reconstruire les sols. Au final, comment on fait pour reconstruire le taux de matière organique des sols? Donc on a fait des calculs très simples. Je prends de la branche broyée, enfin je veux remonter de 1% de MO mon sol, je prends de la branche broyée qui a un coefficient d'humification de 50%, un taux d'humidité de matière sèche de 60%, et j'en conclus qu'il faut mettre 130 tonnes de branche broyée pour faire 1% de MO. C'est des calculs très simples, qui marchent à tous les coups, mais ça vous montre l'ampleur du travail. Refaire passer un sol de 1% à 5% de MO, ça ne va pas se faire avec une petite févrole, avec un petit couvert de facélie. Il faut bien avoir conscience de la dimension des enjeux. Il va falloir bosser sérieusement. Notamment si vous essayez de remonter de 1% de MO avec de la paille, qui a un coefficient d'humification de 15%, pour faire 1% de MO, il faut mettre 313 tonnes de paille.
C'est un chiffre très théorique. En fait, on sait que les systèmes racinaires ont des coefficients d'humification un peu plus élevés, mais peu importe. 313 tonnes de paille, ça fait quelle épaisseur? Ça fait pas loin de 3 mètres de paille. Donc, il va falloir nourrir vos sols. Beaucoup. Et là, on a fait 1%. Il va falloir en faire plus. D'ailleurs, combien il faut de pourcents de matière organique dans le sol? On était parti d'un raisonnement simple. Les prairies, c'est à peu près à 5%. Faisons 5%. On a reconstruit tous nos sols à 5%. Donc des intrants à 400 tonnes de branches broyées, on a intégré tout ça, je vais vous montrer un exemple après. Et puis, j'ai des collègues qui ont acheté des prairies avec 10% de matière organique. Bah, ça pousse beaucoup mieux. Aujourd'hui, nous, en maraîchage sol vivant et dans beaucoup de systèmes, pour nous, l'objectif, c'est plus 5%, c'est 10. Et j'ai fait des essais à 15, à 20, et ça pousse de mieux en mieux. Aujourd'hui, on ne sait pas encore trop où est la limite. Malgré tout, les plantes sont limitées par leur génétique. Un radis de 18 jours, on ne va pas le transformer en baobab, ça ne marche pas. Mais il y a beaucoup de plantes qui ont des potentiels pour utiliser ces sols-là. Donc je vous le dis, n'ayez pas peur, on a du chemin, mais on va aller très loin. Donc voilà, ça c'est un sol mort, j'ai mis 10% de BRF, ce qui correspond à un entrant de 400 tonnes hectares dans l'horizon 0,30. J'attends 6 mois que les vers de terre, les champignons, commencent à digérer la matière organique. Au bout de 6 mois, je mets mon échantillon de terre dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe? J'ai retrouvé ma résistance à l'eau. En mettant cette matière organique dans le sol, j'ai suractivé les champignons qui ont créé un réseau mycélien extrêmement dense, qui ont diffusé du carbone, et j'ai réussi à retrouver, grâce aux champignons, dans un premier temps, cette propriété de résistance à l'eau. Et 2 ans après, ça tient toujours. Donc un exemple, quelque chose que j'ai fait à Marseille, ça ne donne pas très envie au début, un vieux chantier d'autoroute, on vire la merde, on prend de la branche broyée, on en met beaucoup. Je ne vous dis pas combien j'en ai mis, parce que j'en ai vraiment mis beaucoup. C'était pour rigoler, on a voulu pousser le bouchon, donc là on doit être autour de 20 ou 25% de matière organique à la fin. Alors le truc c'est que ça fait beaucoup. Donc là il n'y a qu'un outil qui est capable d'y aller, c'est le broyeur à cailloux ou les gros dessoucheurs forestiers. On a passé ça partout, et à la fin ça donne ça en 6 mois. Là on n'a plus qu'à attendre un petit peu que les vers de terre reviennent. Là vous avez restructuré une bonne fois pour toutes vos sols, avec les coûts que ça engendre, etc., toutes les questions que ça peut poser en termes d'approvisionnement. Mais ce sont des choses qui fonctionnent, qui marchent. On sait aujourd'hui en 6 mois reconstruire biologiquement un sol. C'est quelque chose que j'ai fait, je ne sais pas, 50 fois, dans 50 fermes différentes, ça marche à tous les coups. Sauf que là, il y avait des moyens, donc on s'est amusé à pousser le bouchon très très loin en termes de taux de matière organique. Je vous garantis que ça pousse, mais alors quelque chose de bien, si vous passez à Marseille, allez voir, les salades, elles sont un peu bizarres, elles ont une drôle de tête. Je vais creuser, avec les 5 minutes qui me restent, le ver de terre. Le ver de terre, grand inconnu du monde agronomique. Pourquoi? Parce que nous avons un chercheur en France, et je tiens à lui rendre hommage aujourd'hui, c'est Marcel Boucher, qui a travaillé pendant 60 ans sur les vers de terre. Il a fait à peu près 400 publications sur le sujet. Qui ici a lu une publication de Marcel Boucher? C'est déjà pas mal. Mais il faut savoir qu'il y a encore 6 mois, il y avait 10 publications de Marcel Boucher qui étaient disponibles en ligne, et ce livre. Donc ça fait 30 ans qu'on forme des agronomes qui ne savent pas ce que c'est qu'un ver de terre, et ce n'est pas la peine de me raconter le contraire, ça n'est pas possible. Donc, Martin, qui est là, est descendu à Montpellier, il a été chercher les 400 publications, ça représente 4 mecs, on a tout scanné, et tout est en ligne aujourd'hui sur notre site internet, et enfin, on a numérisé l'écologie du ver de terre, et donc on peut avoir accès enfin au ver de terre. Ce que c'est qu'un ver de terre, on peut savoir ce que c'est qu'un ver de terre. Donc je tiens à vous le dire quand même parce que c'est quelque chose qui va tout changer. Le ver de terre, c'est 70% de la biomasse animale. Tant qu'on ne savait pas ce que c'était, tant qu'on n'avait pas de ressources documentaires sur le ver de terre, c'est pas la peine de me faire croire que vous y connaissez en biologie des sols, ce n'est pas vrai. Et ça fait 6 mois qu'on a scanné les publications. Donc aujourd'hui, on va pouvoir travailler avec les vers de terre. Donc le ver de terre, ça mange 50% de matière organique, 50% de ses propres excréments. On le sait, malgré tout, ça fait des galeries, on sait que c'est important, on se doute quand même qu'il y a quelque chose d'utile là-dedans. Je vous le dis, ça aime vivre à 12 degrés. C'est très important, je vois des gens qui mettent des vers de terre dans des bacs à 40 degrés, ça n'est pas la peine, ça ne fonctionnera pas, ou certains vers de terre vont fonctionner, mais pas ceux qui nous intéressent, les anéciques. Ça gère tout un tas de trucs dans le sol. Des choses très importantes à savoir, vous avez une population normale de référence de vers de terre d'1,2 tonne, ça produit 600 unités d'azote par hectare et par an. Dans une prairie, c'est ça que ça produit. Aujourd'hui, on est donc à peu près 2 unités d'azote par jour. C'est énorme. Et Marcel Boucher nous dit dans ses études que vous avez entre 60 et 80% de l'azote des plantes dans une prairie qui vient des vers de terre.
Donc ça fait 40 ans qu'on nous bassine avec le complexe argilo-humique, les ions, le machin, le bidule, les engrais, les nitrates et tout ça. Nous, on a décidé de travailler avec les vers de terre et ça marche très bien. En fait, on n'a même plus besoin, on s'est rendu compte, dans le pire des sols morts, le plus pourri possible et imaginable, il suffit de remettre les vers de terre et tout repousse. Je vais vous expliquer vite fait comment. Alors il faut me donner 2 minutes de plus. Je passe. Paf paf. Malgré tout, que nous dit Marcel Publication dans ses thèses et que nous dit Marcel Boucher dans ses publications et ses thèses? Vous passez un coup de charrue dans un horizon 0,30 cm, bah vous tuez 97% des vers de terre. Et il en survit un petit peu en dessous. Voilà. Donc essayez pas de me faire croire que vous êtes en bio, vous avez des vers de terre, vous êtes en ceci, vous avez des vers de terre. Si vous travaillez au sol, vous n'avez pas de vers de terre. Ou vous avez un résidu de population extrêmement faible qui est totalement incapable en fait de mettre en place ce cycle biologique. Par contre, ce qui est intéressant, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que les vers de terre reviennent très vite. Pensez-y, un ver de terre, c'est à peu près semblable à une limace en termes de taille, en termes d'écologie, c'est un détritivore. Une limace, ça fait combien de petits par an? Beaucoup, entre 10 et 50. Et bien en fait, le ver de terre a à peu près le même taux de fécondité. Donc quand vous pestez sur les limaces, bah dites-vous que les vers de terre se reproduisent à la même vitesse et que ça peut aller très vite. Et très vite, on va pouvoir régénérer les sols. Des calculs très théoriques, mais qui marchent, parce que je l'ai vérifié dans beaucoup de parcelles. Si vous avez un résidu de 10 kg de vers de terre, ce qui n'est pas beaucoup, vu que la population de référence est d'une tonne 2, et que vous avez un taux de fécondité d'environ 10, la deuxième année, vous êtes à 100 kg, la troisième, vous êtes à 1 tonne, vous avez retrouvé votre population de vers de terre. Si votre sol n'est pas trop dégradé, que vous êtes plutôt à 50 kg, bah l'année 2, vous êtes déjà à 500 kg, c'est déjà pas mal. Et la troisième année, vous pouvez dépasser la population de référence très facilement. La question après, c'est est-ce que je peux monter à 70 tonnes de vers de terre hectare? Est-ce que c'est possible? Où est la limite? En fait, on ne la connaît pas aujourd'hui. Ça fait 5 ans que je prends des sols et que je les surnourris de matière organique. Et plus j'en mets, plus ils en mangent. Donc aujourd'hui, j'ai des sols qui sont capables de manger 40 cm de paille par an. Je vais passer à 40 cm de BRF, voir s'ils sont capables de les manger. Mais on ne connaît pas la limite en termes d'activité biologique. Bon, ça n'a pas un grand intérêt vraiment pour faire du développement agricole, mais c'est une expérience très intéressante. Alors, le compost, bon, on passe. Le vermicompost, c'est pas beaucoup plus malin, sauf ce vermicompost-là. Parce que là, ils ont fait un système de vermicompost où on met directement la plante dedans. Faire travailler des vers de terre dans de la matière organique, alors que le rôle du ver de terre, c'est de nourrir en flux continu une plante, faire du vermicompost sans mettre la plante dedans, ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Le ver de terre nourrit en continu les plantes. Donc, mon vermicompost, si je veux être logique, je mets la plante directement dedans. Le flux doit se faire en continu. Il va falloir réviser tous ces processus de compostage qui sont en fait des non-sens écologiques. Bon, évidemment, vous pouvez continuer de vermicomposter vos déchets de cuisine, vous n'allez pas détruire la planète, on est bien d'accord, c'est pas très grave, mais quand on commence à le faire à l'échelle industrielle, il faut rendre cohérent nos méthodes de gestion des matières organiques. Alors, je vous en parle de cette dernière technique. Ah oui, non, je vais revenir là-dessus, quand même, juste pour finir. Puisqu'aujourd'hui, dans le réseau maraîchage sol vivant, on a mis au point une technique qui est assez redoutable. Vous prenez le pire des sols tout pourris, mais alors vraiment le truc abominable, j'en ai vu des choses absolument terribles. C'est quasiment que du sable, des taux de matière organique à 0,4%, mais j'ai 50 kg de vers de terre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir un sol fertile extrêmement vite grâce au vers de terre? La première année, vous ne faites rien. Vous semez un couvert végétal, vous faites un pauvre truc et vous attendez. Vos sols, ils vont se compacter, ils vont être de plus en plus moches. Et pourquoi il ne faut rien faire? Parce que quand vous avez 50 kg de vers de terre, ils n'ont pas besoin de beaucoup manger. Donc le seul truc que vous pourriez faire pour activer la machine, c'est de mettre beaucoup à manger. Mais comme vous avez 50 kg de vers de terre, de toute façon, ils ne vont pas les manger. 50 kg de vers de terre, ça va manger une tonne de matière organique dans l'année, pas plus. Mes vers de terre, ils se multiplient, mais en année 2, j'en ai déjà 500 kg. Par contre, là, en année 2, je mets un peu à manger. Alors, je mets un peu à manger, c'est quoi? C'est une dizaine de tonnes de paille, une dizaine de tonnes de BRF, un très gros couvert végétal, quelque chose comme ça. Mais ma population n'est pas encore très développée, donc ce n'est pas la peine que j'en mette des tonnes. Par contre, la troisième année, ils ont refait une génération de petits, et là, il faut que je mette à manger à bloc. Donc nous, ce qu'on fait, c'est ce qui marche le mieux, c'est de mettre 5 cm de branches broyées partout, à l'automne de la deuxième année, et comme ça, j'arrive au printemps de la troisième année, et j'émets entre 1 tonne et 5 tonnes de vers de terre qui sont là, vous plantez dans le BRF, et ça pousse. Et ça pousse, mais alors quelque chose de dingue. J'ai un sol dégradé à 0,4% de MO avec des très mauvaises conditions, mais à partir du moment où j'ai retrouvé mes vers de terre, en 3 ans, à partir du moment où je leur donne beaucoup à manger, j'ai une fertilité absolument exceptionnelle. Et je vous garantis qu'à voir, ça fait peur. En fait, il suffit d'avoir des vers de terre pour que ça pousse. Alors après, il faut veiller à l'irrigation, il faut veiller à un certain nombre de choses, parce que votre sol est quand même très dégradé, il est compacté, et ce n'est pas un sol super.
Mais on arrive comme ça à mettre en culture des parcelles avec vraiment rien, juste un tout petit peu de matière organique et juste qu'on a compris le taux de fécondité du sol, du ver de terre. Le vermicompost, j'y viens. Ça, alors j'ai pas de photo de l'expérience qu'on est en train de mener parce que c'est tout récent. Aujourd'hui, en hydroponie, on est capable de faire des 50 kg de tomates hectares. C'est un peu les records en termes de production de biomasse. En chimie totale, ces systèmes-là, on a commencé à les remplacer avec des vermicomposts géants. Et ça marche du premier coup. Donc au lieu de mettre des gouttières là, avec de l'hydroponie, bah, vous mettez des grands bacs, vous mettez de la matière organique, un peu de minéral, vous mettez des vers de terre de vermicompost, vous attendez qu'ils se multiplient, vous plantez vos tomates et vous avez exactement les mêmes rendements. Voilà. Et c'est du 100% organique, c'est du 100%, on ne peut pas être bio parce qu'il faudrait faire des rotations, mais ça marche du feu de Dieu avec des vers de terre de vermicompost. Donc ça, c'est la révolution qui va arriver dans les années qui viennent, c'est qu'en fait, on va complètement supprimer l'hydroponie chimique, parce que c'est extrêmement coûteux, alors que mettre un petit peu de matière organique dans des bacs avec des vers de terre, ça coûte rien du tout. Et on est en train de mesurer l'augmentation de valeur nutritive et toutes les caractéristiques nutritives des fruits qui sont en train d'évoluer. Je vous remercie. Merci François. Est-ce que vous avez des questions? Ah, des questions, oui, il y a des questions. On a 4 minutes 30 pour les questions. À peu près 3 questions. Vous dites que les vers de terre vivent à 12 degrés. L'été, ils descendent en profondeur. Donc, est-ce que le travail d'été en période sèche nuit au vers de terre type décompacteur, type... Alors, si tu as une maison, toi, tu habites dans une maison. Oui. Si je prends un gros rouleau compresseur et j'écrabouille ta maison quand tu es en dehors de la maison, tu es content ou tu n'es pas content? Bon. Combien de temps on met un ver de terre à construire sa galerie, à construire sa cabane de vers de terre, à construire ses alvéoles pour se reproduire, enfin, tout son bazar? C'est des mois et des mois et des mois de travail. Alors oui, effectivement, l'été, les vers de terre sont plus en profondeur et quand tu vas passer ton coup de déchômeur l'été, tu vas moins les détruire, c'est vrai. Mais le problème, c'est que tu viens juste de défoncer son habitat quand même. Et donc, quand il va pleuvoir, qu'il va se remettre en route, il va lui falloir un bon mois pour essayer à peu près de retrouver une galerie en bon état. Et la deuxième chose, le deuxième souci sur la mortalité des vers de terre, c'est qu'il faut les nourrir. Voilà, c'est vraiment les deux choses. Peut-être que tu peux ne pas les tuer, mais tu vas quand même détruire leur maison. Et l'autre question que tu dois te poser, c'est est-ce que malgré tout, en plus, je les ai nourris, quoi. Parce que le premier, aussi des trucs qui fait mourir les vers de terre, bah, c'est juste le manque de nourriture, quoi. Voilà. Et donc oui, tu peux limiter la mortalité des vers de terre, mais globalement, de toute façon, ils ne vont pas aimer tes coups de déchômeur. Voilà. Après, c'est à toi de sous-peser, quel est vraiment le besoin de déchômer, etc. Ça reste un compromis acceptable, j'ai envie de dire, tant que tu n'as pas trouvé mieux. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui. Ah, le terme anastomose. Pourquoi j'avais le terme anastomose? C'était au moment où il était... Ah oui, l'anastomose. Alors l'anastomose racinaire, par exemple, tu prends une forêt de Douglas, qui sont des clones très souvent. Si tu vas après une coupe ou une éclaircie de la parcelle, tu vas voir des souches où il y a un bourrelet de cicatrisation. Parce que la souche, elle n'est pas morte en fait. Et pourquoi elle n'est pas morte? Parce que les racines se sont soudées avec les autres arbres. Et ça s'appelle une anastomose racinaire. C'est-à-dire que les tissus se soudent. Et donc les Douglas qu'il y a autour, ils utilisent l'ancien système racinaire du Douglas qui a été coupé pour leur propre compte. Et en fait, très souvent, dans les forêts d'arbres de clones, ta parcelle, c'est un seul et unique être vivant, en fait. Parce que toutes les racines sont anastomosées. Tu peux faire des anastomoses avec les branches, par exemple les haies en plessage. Quand on plesse les haies, bah, une greffe, c'est une anastomose aussi, quoi. Voilà. Mais l'anastomose est beaucoup plus souvent utilisée pour les racines, en fait. On parle souvent d'anastomose racinaire. Merci bien.